Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour la saison 3 de notre série Voyager en distanciel. Aujourd'hui, le Royaume-Uni. Et pour amorcer le Royaume-Uni et la date que je vais vous annoncer, eh bien, je vous remémore le God Save the Queen, c'est-à-dire l'hymne national britannique. Et un petit rappel à ce propos, l'hymne national britannique est d'origine française. C'est-à-dire que Lully, au XVIIe siècle, avait écrit et composé une ode musicale pour célébrer la guérison de Louis XIV, qui se remettait d'une longue maladie. Et cette musique avait été écoutée lors d'un passage du compositeur Handel dans les années 1740, quand il était de passage à Versailles. Et Handel avait été séduit par cette chanson, cette musique, et il l'avait importée, enfin exportée plutôt, vers donc le Royaume-Uni. Et il l'avait traduite, arrangée, etc., et proposée au roi de l'époque, qui en avait été séduit et l'avait adopté comme hymne national britannique. Voilà. On fête God Save the Queen car nous sommes le 21 avril et que le 21 avril est la date anniversaire de la reine Elisabeth II, ce qui est un grand moment, sachant qu'Elisabeth II va fêter aujourd'hui ses 96 ans, ce qui est remarquable. Et en fait, nous avons choisi cette date parce que c'est un moment historique pour le pays, bien évidemment. Avant de décrypter ce que recouvre un petit peu la royauté pour les valeurs britanniques et ce que ça implique pour le peuple britannique, je voudrais, en quelques mots, plutôt en quelques chiffres, resituer un petit peu la reine Elisabeth II, puisque la reine Elisabeth II, eh bien, à 96 ans, cela fait 69 ans qu'elle incarne la nation. Elle a connu 14 Prime Minister, depuis Winston Churchill, qui l'a accueilli le jour où elle est revenue du Kenya après la nouvelle de la mort de son père George VI, jusqu'à Boris Johnson aujourd'hui. Donc 14 premiers ministres, c'est un record de longévité. Donc elle règne effectivement depuis 1952, depuis la mort de son père George VI, qui lui-même avait succédé à son frère Édouard VIII après son abdication, puisqu'il avait épousé la duchesse de Windsor à l'époque. Wallis Simpson. Donc jusqu'à présent, le record est détenu par son arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui avait régné de 1835 à 1901 et qui avait incarné notamment à la fin de son règne réellement la nation, qui avait fait devenir la monarchie une icône préservant l'identité et le patrimoine britannique. Elle a été le symbole de la cohésion et de l'unité de la nation britannique, et c'est ce rôle qu'a repris de façon magnifique son arrière-arrière-petite-fille, et ce depuis 69 ans, ce qui est un record. Au même titre d'ailleurs que son arrière-grand-mère Victoria, Elisabeth II a été aussi la garante, quelque part, d'une certaine forme de lignée, la lignée du pouvoir des femmes en Angleterre, puisque il y a eu moult reines, Elisabeth Ière, la reine Anne, elle-même, Victoria, et bien sûr Elisabeth II, mais également une tradition de pouvoir exercée par les primes, puisque il y a eu 2 femmes prime minister à la tête du gouvernement, Margaret Thatcher, comme chacun sait, qui a été l'une des plus longues titulaires du job, et Theresa May de façon un petit peu plus récente. Mais cette célébration, euh, je voulais vous en dire un mot de façon particulière parce qu'elle a elle-même une symbolique particulière et assez remarquable, car c'est une double célébration. L'anniversaire de la souveraine est célébré à 2 reprises en fait en Angleterre. La première, c'est pour le jour de sa naissance, donc le 21 avril pour Elisabeth II aujourd'hui,
et la seconde, le second samedi du mois de juin. Pourquoi? C'est une sorte de tradition, c'est une tradition qui date du roi Georges II, qui lui-même était né en novembre 1683 et qui avait inauguré cette tradition parce que commémorer son anniversaire au mois de novembre, dans les conditions météorologiques du Royaume-Uni, ce n'est pas forcément très agréable. Donc, il fêtait son anniversaire d'une part à la bonne date, et ensuite il avait institué, à une époque où les conditions météorologiques étaient beaucoup plus agréables et confortables en cas de parade, en cas de regroupement de foule. Et donc cette double célébration a perduré et tous les monarques britanniques ont adopté ce même type de tradition, ce qui est assez joli comme histoire. Il faut donc savoir que la deuxième célébration aura donc lieu en juin prochain et que cette célébration est tout à fait particulière parce que c'est une vraie cérémonie, la première, l'anniversaire étant célébré de façon beaucoup plus intime, et cette vraie cérémonie eh bien, s'appelle tout simplement, elle a un nom officiel, ça s'appelle Trooping the Colours, c'est-à-dire le salut aux couleurs ou The Queen's Parade, puisque à cette occasion, un certain nombre de militaires, des centaines de militaires, des milliers euh, de, de, de Britanniques sont conviés à voir la reine, et c'est à cette occasion que la famille royale se met sur le fameux balcon de Buckingham pour saluer la foule. Donc il y a une parade militaire magnifique qui est clôturée par la parade de la fameuse Royal Air Force en bleu, blanc, rouge, qui sont un bleu, blanc, rouge anglais, qui ne sont pas un bleu, blanc, rouge français. À cette occasion, j'aimerais juste vous rappeler, vous le savez certainement, mais je voudrais juste vous le rappeler, alors c'est de moins en moins le cas parce que la souveraine vieillit, mais la raison des couleurs dont est vêtue la reine Elisabeth. On est toujours un petit peu étonné de la voir en vert anis, en rouge canari, en myosotis. Et en fait, il est très important que la reine soit vue de partout et par tout le monde. D'où l'origine des couleurs un petit peu extraordinaires qu'a la reine. Et je voudrais également vous rappeler sa devise, puisque je vais faire donc le lien avec les valeurs que représente la monarchie, que représente Elisabeth II pour le peuple britannique. La devise Never explain, never complain, ne jamais rien expliquer, ne jamais se plaindre. Donc la reine est le symbole de la notion de suivre les règles avec dignité, du respect des institutions, mais aussi une petite once d'humour qui permet à la reine d'avoir un certain détachement et qu'on peut lui reconnaître lors de certains gros plans ou, euh, ou portraits officiels euh, plus ou moins récents. Donc nous pouvons dire que la famille royale, globalement parlant, représente les valeurs cardinales du peuple britannique, qui sont la liberté, la tolérance, le droit, le respect des institutions, et malgré tout un certain tropisme pour non-conformisme, quelque part l'anticonformisme. Alors il y a un axe majeur dans ces valeurs, il y a un axe majeur, c'est que la famille royale est au-dessus de la mêlée. Elle est au-dessus de la mêlée, elle est au-dessus de la politique et elle reste au-dessus de la politique. Quelle en est la raison principale? C'est qu'elle se fond avec l'histoire de l'Angleterre. Même si l'histoire britannique n'a pas été très, très facile, si elle était même quasiment violente par le passage de la succession de dynastie à dynastie, des Plantagenets en passant par la guerre des deux roses, avec la rose de Lancastre, la rose rouge, et les York avec la rose blanche pour une guerre de succession qui ont fait accoucher après de la dynastie des Tudors. Puis ensuite vinrent les Stuarts, etc. Donc une histoire un petit peu comme ça, violente. Mais la couronne, the crown, est quand même la garante d'une monarchie et une monarchie qui est constitutionnelle depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire que la reine, enfin, ou la couronne, disons, la monarchie n'a pas de droit, n'a pas de pouvoir pratique réel. Pour autant, elle a un droit, elle a une autorité morale, elle a un pouvoir théorique et symbolique. Il ne faut pas oublier que la reine nomme le Premier ministre, même si elle ne le choisit pas, elle le nomme au finish. Elle a également le pouvoir de ce qu'on appelle le Royal Assent,
c'est-à-dire le pouvoir final de la validation des lois qui ont été discutées et votées au Parlement. Elle est bien sûr la représentante de la Grande-Bretagne en termes protocolaires quand il s'agit d'avoir des entrevues avec les chefs d'État et les rois du monde entier. Donc elle est bien sûr ne pas oublier qu'elle est le chef suprême de l'Église anglicane. Donc c'est à la fois un pouvoir symbolique, mais à la fois un pouvoir, une autorité morale extrêmement forte de la reine et de la monarchie, globalement parlant. Alors un autre aspect qu'implique la monarchie, eh bien, c'est une valeur de permanence, une sorte de stabilité qui rassure les Britanniques, car dans les temps difficiles, historiques qu'ils ont pu connaître depuis plusieurs siècles, eh bien la permanence, l'aspect, excusez-moi l'expression triviale, quasi indéboulonnable de la famille royale, est une sorte d'assurance de la permanence, de l'identité de la nation, et en fait un pouvoir que n'auront jamais aucun président de quelques pays, de quelques républiques que ce soit. Donc c'est une image de stabilité de permanence qui est assez exceptionnelle. Elle est également exceptionnelle dans la mesure où, à cela, il faut rajouter l'ancrage national, notamment depuis, enfin, au XXe siècle, l'ancrage national qui a été permis grâce à l'action de commandants en chef des armées, des rois, globalement, lors des deux dernières guerres mondiales, puisqu'ils ont été euh, non pas au front, mais au front à la tête de leur pays. Le roi George VI avait refusé de partir de Londres. La Queen Mary, la Queen Mum, partirait pas d'Angleterre sans ses filles, et elle-même ne partirait, et le roi ne partirait pas d'Angleterre, elle-même ne partirait pas d'Angleterre sans le roi. Donc voilà, la famille royale est aussi le symbole, notamment dû à ces crises mondiales, du courage face à l'adversité. Et donc Elisabeth n'est pas la dernière puisqu'elle a été jeune pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle conduisait même des ambulances et elle était dans la mécanique. Elle a conduit des ambulances. Elle était ensuite dans la mécanique dans les troupes mobiles. Donc ce symbole est également quelque chose de fondamental dans l'ancrage de la famille royale et dans la signification qu'elle a par rapport au peuple britannique. Et puis, elle est également euh, le lien avec le Commonwealth. Et le Commonwealth n'est ni plus ni moins qu'un ancien vestige de l'Empire britannique. Donc le lien, c'est un petit peu grâce à la royauté, grâce à l'action d'Élisabeth, que le passage de l'Empire vers le Commonwealth, qui a été créé en 1835, mais nommé en tant que tel en 1931, a permis un passage smooth. Depuis 1952, Elisabeth a été le chef d'État de 32 royaumes du Commonwealth. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 15. Et une petite anecdote à titre personnel, c'est toujours assez drôle. Moi, je me souviens, j'étais en Afrique du Sud et je tombe sur une dame anglaise, sorte de Miss Marple, un peu moderne comme ça, et bien qui faisait le tour des Dominions, des anciens Dominions, parce qu'elle allait voir son fils en Afrique du Sud. Après, elle partait en Australie pour aller voir un autre membre de sa famille, puis elle rentrait par le Canada. Enfin, voilà, c'est une image qui perdure encore. Et la stabilité, la permanence, elle passe aussi par une permanence sociale, puisque à la tête de la pyramide des classes britanniques se trouve la monarchie, se trouve Élisabeth, et qu'elle est le garant de cette structure de classe assez, bon, qui évolue quand même pas mal en Angleterre, mais qui reste quand même une caractéristique de la structure de la société britannique. Un autre aspect, alors il y a beaucoup d'aspects primordiaux hein, dans la symbolique de la monarchie et dans l'incarnation qu'en a eu Elisabeth II, c'est qu'elle représente le ciment de la nation. La famille royale est le ciment de la nation, parce que la reine du Royaume-Uni, elle est reine d'Angleterre, mais elle est aussi reine d'Écosse, elle est aussi reine d'Irlande du Nord, elle est reine du Pays de Galles, et je ne parle même pas de ce que je viens de dire, c'est-à-dire les royaumes appartenant au Commonwealth. Elle symbolise l'unité de cette nation. Euh, elle, a, elle a fait beaucoup pour là aussi l'aplanissement des difficultés avec l'Irlande du Nord et avec l'Irlande en général, avec l'air également. Et puis, elle a voulu honorer la royauté, la monarchie a voulu honorer le Pays de Galles, puisque le prince héritier, donc le Prince of Wales, le prince de Galles. Alors, je vais juste faire un petit point sur
l'amour profond qui lie la monarchie et la famille royale avec l'Écosse, pour plein de raisons. Alors, Queen Mum, donc sa mère elle-même était née Bowes-Lyon, qui était une famille aristocratique euh, écossaise. La famille, les Windsor adorent leur résidence estivale de Balmoral. D'ailleurs, la Queen Victoria se faisait appeler comtesse de Balmoral. Ne pas oublier que le sang des Stuarts coule quand même dans leurs veines, même si Élisabeth Tudor, première, a fait gentiment assassiner Marie Stuart, eh bien, à sa mort, elle n'avait pas d'héritier. Donc c'est Jacques, enfin à l'époque, Jacques VI d'Écosse, qui est devenu Jacques Ier d'Angleterre et d'Écosse. Donc il y a des liens extrêmement profonds avec l'Écosse. Et le duc d'Édimbourg, quand il allait en voyage, il se baladait, il signait avec une signature très spécifique qui était donc le duc de Rothesay. Et en fait, c'est le titre qui était donné dans le temps jadis à l'héritier présomptif du trône du royaume d'Écosse. Donc, des liens assez forts et des liens également très forts avec tout simplement son peuple, puisque la reine représente ce qu'on appelle un petit peu la London Gentry, c'est-à-dire une espèce d'aristocratie de la terre avec une simplicité des plaisirs. Elle partage les mêmes goûts que ses sujets. Elle aime la chasse, elle aime les promenades, elle aime monter à cheval, elle aime la mer. Elle a d'ailleurs écrasé quelques larmes le jour où il a fallu qu'elle se sépare de son Britannia chéri, qui était son yacht personnel, et qui avait couru les mers pour aller visiter tous les pays du Commonwealth. Alors je voudrais conclure par un rôle qu'a la monarchie, et n'est pas des moindres. Euh, la monarchie conforte l'image internationale du Royaume-Uni. C'est-à-dire que la monarchie, vue par les Britanniques, elle reste une valeur incontournable, notamment sur la scène internationale. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle la famille royale la firme. Et à la tête de la firme, c'est la reine qui dirige. Et en fait, ce sont les meilleures relations publiques du pays sur le plan international. Même les étrangers, et notamment les Français, quand ils ont un petit peu un espoir de voir la reine, ils ne s'en privent pas. Et moi, je me souviens des petits enfants d'expatriés qui partaient, qu'on interrogeait, qui partaient vivre au Royaume-Uni, quand on leur demandait ce qu'ils avaient envie de voir, ce qu'ils avaient envie de découvrir, mis à part la ville de Harry Potter, eh bien, arriver pratiquement à égalité, voire en tête, eh bien, je voudrais voir la reine. Et moi, j'ai un souvenir de petite fille, à l'époque, j'habitais Rouen, eh bien, la reine avait dû venir célébrer voilà, la énième année de victoire de 1945 sur les plages normandes. Et donc, elle avait défilé sur l'artère principale de Rouen. Et la foule française était complètement massée pour voir passer la reine avec le duc d'Édimbourg. Donc, ça reste quand même une image extraordinaire sur le plan international. Et en Angleterre, qui n'a pas son goodie avec la tête de la reine et de la famille royale en général d'ailleurs, hein. Un mug, une boîte à biscuits, un parapluie, enfin que sais-je. Donc ça prouve que les Anglais sont encore toujours très attachés, on ne rigole pas avec ça pour eux, très attachés à leur famille régnante. Et que ça représente encore une fois une stabilité pour eux, un point d'ancrage. Ils sont également très friands de cérémonies extraordinaires, voire fastueuses, et tout le monde se rappelle du mariage du siècle, enfin, dit le mariage du siècle entre le prince Charles et Lady Diana Spencer en 1981, qui avait fait, si je me souviens bien, à peu près 750 millions de téléspectateurs, c'est complètement délirant à travers le monde. Mais petite question, parce qu'il y a des esprits chagrins qui se disent: ah oui, mais la monarchie, elle coûte de l'argent. Euh, alors, pour un pays aussi pragmatique que chez les anglo-saxons, il y a l'attachement à la monarchie, et puis ils savent aussi regarder les chiffres. Et j'ai été regarder d'ailleurs moi-même, et selon les chiffres officiels, la monarchie coûterait par an aux contribuables britanniques à peu près 40 millions de livres. Mais parallèlement, par an, eh bien, là aussi, suite à de nombreuses estimations, l'existence de la monarchie rapporterait
plus de 25 milliards de livres du fait par le biais du tourisme, par le biais de ce qu'on appelle le goodwill, la goodwill, c'est-à-dire la valeur intangible générée par l'image, par la marque Grande-Bretagne à travers le monde, par les actions de la reine, des princes, des princesses, etc. Donc, elle, elle ne fait pas que coûter de l'argent, elle rapporte, et c'est une petite cerise sur le gâteau, si je puis dire, malgré l'attachement global des Britanniques à la monarchie encore aujourd'hui.